suivent en ligne et merci aux personnes qui sont dans la salle présente aujourd'hui. Pour ceux qui ne connaissent pas encore le concept Doers to Doers, ce sont les doers qui s'adressent aux doers. Ici, pas de vente, pas de théorie, que du retour d'expérience. C'est pas une masterclass, c'est une conversation entre les personnes qui sont en ligne. Moi, j'ai l'œil sur vos commentaires. Donc, posez-nous toutes vos questions. Commencez à nous dire où est-ce que vous en êtes dans vos tech, où est-ce que vous en êtes dans votre R&D. Comme ça, on va parler de vos sujets et vos sujets à vous uniquement. L'idée, c'est qu'au bout de cette heure, personne ne sorte en se disant « j'ai pas eu la réponse à ma question, je sais toujours pas si je suis éligible ou pas. Et voilà, et donc on va s'en occuper. Mais on va pas s'en occuper avec n'importe qui. J'ai avec moi Aurélien. Aurélien a accompagné des dizaines ou des centaines d'entreprises sur la question du financement. David, lui, est cofondateur d'une société qui s'appelle Wattpark. Tu vas pouvoir nous en dire un petit peu plus, histoire qu'on comprenne en fait en termes techniques qu'est-ce que ça veut dire. Et il est passé par pas mal de déboires administratifs pour parvenir à arriver avec ses financements. La promesse d'aujourd'hui, elle est forte, c'est « fais-toi payer pour recruter ta team tech et R&D ». Ce qui nous a inspiré à dire ce titre, c'est parce qu'en fait, il y a des choses, par exemple, en fait, si tu embauches un doctorant, tu peux avoir 120% de son salaire qui t'est recrédité. Aurélien va pouvoir donner tous les détails, etc., pour s'assurer que ce que je dis est vrai. Et on va pouvoir plonger un petit peu plus dans la promesse, qu'est-ce que ça veut dire exactement. Et donc, avant qu'on commence, donc, vu que c'est une conversation entre vous et les experts, je vais commencer par vous poser quelques questions. Donc, je regarde vos commentaires en ligne. Comme la question que j'ai pour vous, c'est où est-ce que vous en êtes dans vos tech? Qu'est-ce que vous avez besoin de faire financer aujourd'hui? Et du coup, je vais donner la parole à des personnes dans le public. Donc, Jonathan, si tu veux bien nous dire très rapidement en 30 secondes ce que tu fais et où est-ce que tu en es en termes technologiques et qu'est-ce que tu as besoin de faire financer aujourd'hui? Ouais, bonjour à tous, merci pour l'invitation. Moi, c'est Jonathan Pinet, je suis le cofondateur d'une startup qui s'appelle GoPhoenix. Chez GoPhoenix, on accompagne les reconversions dans la tech, du début de l'orientation jusqu'à trouver un emploi après une formation. Donc, on propose des coachings pour accompagner. Et en parallèle, on lance un projet d'innovation avec la conception d'un algorithme pour orienter nos utilisateurs sur la base de leur profil. Recommander des métiers qui sont proches de leurs compétences, de leur personnalité, etc. Donc, à ce jour, on a déjà reçu 2 subventions de la part de la Grande École du Numérique et de PACIA, qui est financée par la région Île-de-France. On va lancer un premier POC de cet outil au cours des prochaines semaines. Et puis aujourd'hui, j'anticipe la suite pour découvrir les dispositifs de JEI, de CIR, pour pérenniser le développement de cette innovation. Donc je viens avec pas mal de questions, de curiosité par rapport au sujet. Il y en a 2 qui me viennent déjà à l'esprit. Tu as mentionné, Oriane, qu'il fallait un doctorant dans l'équipe. Est-ce que c'est un critère obligatoire? Est-ce que je peux passer par un data scientist senior qui n'a pas de doctorant pour bénéficier de ce type d'accompagnement? Et aussi par rapport aux charges sociales et patronales, si l'an prochain, quand je vais commencer à me payer un salaire, est-ce que ça peut aussi réduire les charges et à quelle hauteur? Merci. On va garder la question en tête. On va prendre 2-3 autres questions dans l'audience et ensuite on va pouvoir faire des réponses où Aurélien et David vont pouvoir plonger un petit peu plus dans leur expérience pour vous faire un retour très concret. Bonjour à tous et toutes. Je suis Noéla, la cofondatrice de Fresh Africa avec Katia à ma droite. Nous sommes une food tech et ce que l'on fait, c'est connecter des petits producteurs avec le reste du monde, tout simplement. Et pour cela, on a développé une solution en plusieurs briques où on garantit la traçabilité, la transparence depuis le sourcing jusqu'à la livraison et on s'appuie sur la blockchain pour ça. Où est-ce qu'on en est? C'est qu'on a déjà commencé à développer les outils et on est en phase d'expérimentation. Le POC a été lancé et voilà. Donc jusque-là, en termes de financement, on a bénéficié d'une première subvention de la French Tech. C'était une première bourse et la question, c'est de savoir quel dispositif on peut enclencher en fonction du développement de notre entreprise dès le moment de l'expérimentation du POC jusqu'au lancement. Voilà. Merci. Aïcha, je ne sais pas si tu veux partager ton expérience aussi et tes questions.
Bonjour, donc, je suis Aïcha, la fondatrice de la marque l'IAS Paris, des produits cosmétiques holistiques bio et naturels. J'ai lancé ma marque il y a presque 3 ans maintenant et aujourd'hui je suis sur le développement de 3 nouveaux produits pour lesquels en fait, j'apporte le côté innovation. Parce que juste là, j'étais dans l'impact environnemental et là j'avais vraiment à cœur d'apporter l'impact innovation. Et aujourd'hui, j'aimerais en fait profiter de l'expérience des intervenants et savoir en fait quels sont les financements possibles, peut-être même au niveau des laboratoires. Moi, je travaille avec un laboratoire à Grasse pour le développement de ces nouveaux parfums cosmétiques particulièrement et le financement d'une manière générale, que ce soit des bourses ou autres. Merci Aïcha. Donc nous avons de la tech IA, nous avons de la tech, nous avons aussi de la tech web, je dirais en tout cas software. Et nous avons de la biologie et nous avons aussi du hardware. Nour, est-ce que tu veux nous parler très rapidement de ce que tu fais? Non. Très bien. Non, mais c'est rapide. Oui, non, rapide. Alors, on fait des capsules. Oui. Excuse-moi, merci. Bonjour. Puisqu'on m'a demandé gentiment, nous on fait des capsules anti-stress multisensorielles. Oui. Puisque vous savez, à part moi, tout le monde est stressé. Et le stress, c'est d'après l'OMS, c'est le mal du siècle. C'est l'épidémie du siècle. On a des capsules multisensorielles développées à partir des neurosciences. Et pour l'instant, on a tout développé tout seul, comme des grands. Mais tu parlais de doctorants. Moi, j'aimerais bien une doctorante, parce que je suis très parité, tu comprends. Non, un doctorant aussi, puisque je suis parité aussi. Donc, justement. Et ça serait une doctorante ou un doctorant dans les neurosciences. Je sais qu'il y en a. Et il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui ont la chance de pouvoir en profiter. Et nous, on aimerait bien. Donc, si je fais un appel, s'il y a s'il y a un ou une doctorante, qu'elle se lève et qu'elle marche vers nous. Très bien, c'est bien Merci. reçu. Merci Nour pour ton témoignage forcé. C'était un plaisir. J'aime qu'on force la main. Ça marche. Du coup, merci à vous pour ces partages de questions présentes. Donc juste avant il y a déjà pas mal de choses sur lesquelles on pourra rebondir, il y a pas mal de questions auxquelles Aurélien pourra répondre, mais juste avant ça, j'aimerais bien que David nous parle de son vécu en tant qu'entrepreneur de justement ces questions. Toi, qu'est-ce que tu as eu besoin de faire financer? Qu'est-ce que tu as réussi à faire financer? Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui a moins marché? Bonjour à tous. Déjà, je vais vous expliquer ce que c'est que Wattpark. Wattpark, c'est un projet que j'ai cofondé avec Marc Lepage, qui est mécatronicien. Moi, je suis plutôt financier, donc plutôt dans les modèles économiques. Donc lui, c'est la mécanique, l'électronique, l'informatique, et moi, c'est plutôt la finance, le juridique, la stratégie. Et donc les deux, on s'est réunis. On a eu d'autres associés, on a maintenant des salariés, des investisseurs, etc. Mais la genèse, c'est une idée qui est le marché du véhicule électrique allait se développer de façon très rapide, massive. Et pour nous, c'était une bonne chose. C'est comme ça qu'on l'a perçu et ça l'est toujours. On est parfaitement convaincus. Et en regardant la chaîne de valeur, on a vu qu'il y avait un point faible. On ne peut pas être constructeur, on ne peut pas être énergéticien. C'est trop gros, il y a trop d'avance ou c'est trop de capital. Mais il y a un point faible dans la chaîne, c'était l'infrastructure de recharge. D'accord ? Tout ce qui est effectivement l'interface entre le véhicule, le réseau ou les bâtiments. Et donc, on a décidé effectivement de se lancer. On se connaît depuis longtemps. Et on a lancé donc Wattpark. Au départ, c'est donc une création avec très peu de capital. C'est des brevets très vite qui sont déposés. Donc là, c'est principalement le travail de Marc. Et tout le modèle économique est dessiné tous les deux. Donc il y a vraiment une interaction entre les deux mondes, le monde de la technique et le monde de la finance et du juridique. Très rapidement, donc, on a eu aussi un peu de French Tech et on a eu des financements bancaires avec la BPI derrière. Et très vite, on a levé des fonds. Le projet Wattpark, c'est à la fois du hardware, du software, donc c'est la borne, mais c'est aussi des applications,
pour gérer l'ensemble des autorisations d'accès, du parc de véhicules ou du parc d'infrastructures. Et c'est également une application. Donc en fait, c'est un énorme projet totalement intégré. Il n'y a pas d'équivalent. Les brevets, juste pour les détailler, c'est ce qu'on appelle la technologie offline. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous êtes utilisateur véhicule électrique, vous avez, à 80% des cas, vous avez déjà rencontré un problème de connexion parce que le branchement nécessite un appel téléphonique, un serveur, un deuxième appel téléphonique, un serveur pour vous connecter et vous libérer. Nous, en fait, on s'est détaché de ça. Donc voilà. Donc à partir de là, on a pris le statut de JEI. À partir de là, on a mis du CIR et du CI en place. On a levé des fonds et on a continué. Ça fait depuis 2017, donc ça fait plus de 5-6 ans qu'on développe. On a commencé à commercialiser. D'accord ? On est sur un schéma où on est en train d'industrialiser. Mais derrière, en fait, l'innovation ne s'arrête pas. Il faut continuer à empiler des briques technologiques, des barrières face à la concurrence. Et donc, on est passé du CIR pur au CIR-CI, puis du CI en massif, et on revient sur du CIR parce qu'on développe à nouveau de nouvelles briques, notamment dans les problématiques de télécommunication. Ok, merci. Petit point technique, est-ce que tu pourrais expliquer très succinctement, je sais que c'est un challenge, les différents dispositifs dont vient de parler David? Ouais, avec plaisir. Merci, dans quel cas Ariane. il s'applique, dans quel cas il s'applique pas. Du coup, effectivement, il y a eu pas mal d'acronymes là qui viennent d'être cités à la volée. Je crois que le premier terme que tu as utilisé, c'est JEI, qui est un statut, le statut de jeune entreprise innovante, qui est un statut très intéressant lorsqu'on est une entreprise qui engage des efforts de R&D assez importants. Stricto sensus, il faut que l'entreprise engage plus de 15% de l'ensemble de ses dépenses en R&D. Une entreprise qui a un budget de fonctionnement d'1 million d'euros doit engager plus de 150 000 euros en R&D pour bénéficier du statut. Donc on parle de R&D, on ne parle pas d'innovation. Le statut de JEI porte très mal son nom. On peut être éligible à l'innovation, à un crédit qui s'appelle crédit d'impôt innovation, et ne pas être éligible au JEI. Donc c'est bien une activité de R&D qu'on pourra définir. Est-ce que tu peux différencier innovation R&D, parce que du coup il y a des personnes, et aussi donc je sais qu'il y a la question innovation R&D, et je sais qu'il y a des personnes qui nous écoutent en ligne qui se posent la question aussi de savoir interne, externe. Enfin, parfois, il y a du développement interne, du développement externe. Est-ce que, dans tous les cas, qu'est-ce que l'innovation, qu'est-ce que la R&D? Est-ce que ça rentre est-ce qu'il faut absolument que je développe en interne? Ou est-ce que si je passe par des laboratoires, ça marche? Est-ce que c'est tous les laboratoires? Est-ce que c'est juste certains laboratoires? Ouais. Du coup, cette distinction R&D innovation, elle est super importante. Ça donne droit, l'innovation donne droit au crédit d'impôt innovation sur les dispositifs d'incitation fiscale, fiscaux. Ça donne droit également à des subventions, etc. La R&D donne droit à la fois au crédit d'impôt recherche et au statut de JEI, jeune entreprise innovante, et également à d'autres types de subventions. Je commence par l'innovation. L'innovation, elle est plus simple à percevoir, généralement quand on est cofondeur, entrepreneur. L'innovation est plus simple à obtenir. Et moins complexe effectivement à obtenir, moins complexe, pas plus simple. Même si l'administration aujourd'hui regarde de plus en plus le sujet depuis plusieurs mois. L'innovation, il faut être capable de justifier que l'entreprise crée un nouveau produit qui a vocation à être commercialisé sur le marché, nouveau produit qui propose des performances supérieures par rapport à la concurrence. Donc ça, généralement, sur vos métiers, vous connaissez, vous êtes généralement suffisamment à l'aise pour connaître votre environnement concurrentiel. Et là, il est important de pouvoir distinguer les performances supérieures que vous apportez sur votre marché sur l'un des 4 critères qui sont cités par le dispositif. Critères fonctionnels. En quoi fonctionnellement mon application, mon logiciel, mon hard, mon soft est plus intéressant, apporte plus de performance d'un point de vue fonctionnel, d'un point de vue technique. En quoi ça va plus vite, ça va plus loin, c'est plus fort. Technique, d'ergonomie. Ergonomie, en quoi mon matériel, mon équipement est plus ergonomique. Et d'éco-conception. En quoi mon produit est plus éco-responsable vis-à-vis de la planète. Donc c'est vraiment les 4 critères. On parle de notion de produit. Si vous développez un nouveau service, c'est pas un produit. Donc là, il y a une subtilité.
Il y a pas mal de subtilités sur l'ensemble de ces dispositifs. Lorsqu'on développe une plateforme, par exemple une plateforme de matchmaking, vous ne commercialisez pas, je ne pense pas que vous commercialisez la plateforme. On ne va pas acheter la plateforme. Par contre, un utilisateur va peut-être acheter une licence de la plateforme. Et l'exemple que je donne souvent, mais c'est un peu comparable, je pense, au business model des plateformes. On est tous, vous connaissez tous Netflix. Netflix ne vend pas sa solution. On achète un abonnement à la plateforme. Eh bien, le développement de cette plateforme est nécessaire et utile au bon fonctionnement du service, et du coup, le coût du développement de cette plateforme est associé finalement à un produit qui propose des performances supérieures sur son marché, ce qui rend finalement le développement de cette plateforme éligible au crédit d'impôt innovation, à l'innovation. Et par exemple, ça veut dire que du coup, si j'ai 2 développeurs qui développent cette plateforme, je peux me faire rembourser leur salaire? Alors dans les dépenses éligibles, effectivement, la masse salariale est éligible. Donc c'est salaire brut chargé de vos équipes internes. Le salaire des dirigeants, des cofondateurs est également éligible. Tant que c'est du salaire avec des taxes assises sur les salaires, hein. Quand c'est de la remontée de dividendes, ça ne marche pas. Mais voilà. Ok. Et après, il y a d'autres frais. Tu l'évoquais, les dépenses externes peuvent être éligibles. Et là, il faut être vigilant si et seulement si votre prestataire est agréé. Donc il y a un mécanisme d'agrément, en tout cas pour cette partie crédit d'impôt, recherche ou innovation. Il y a des agréments pour l'innovation et des agréments pour la R&D. Et j'ai une question à ce niveau-là. Est-ce que si je suis fondateur et que du coup je passe du temps à échanger avec ce laboratoire, est-ce que le temps que moi je passe à échanger avec un laboratoire qui n'est pas agréé, par contre, est-ce que je peux le faire financer? Toutes les étapes, tout le temps passé finalement sur le développement du produit, donc les étapes d'idéation, de recueil du besoin auprès de prospects, de clients, de construction du cahier des charges, d'échange, de supervision technique interne ou externe, de développement produit, de test et de prototypage en installation pilote chez les clients. Toute cette phase, tous ces temps-là sont éligibles finalement au développement de ce nouveau produit et peuvent être valorisés dans votre projet. Ok. Et donc, quand tu présentais JEI, tu disais il y a 4 critères sur lesquels on peut dire qu'on peut être plus innovant. Non. Quand je parlais du crédit d'impôt innovation, l'innovation. Oui, voilà, je me suis laissé prendre par le piège. L'innovation au sens fiscal. Innovation au sens fiscal, du coup, c'est sur 4 domaines. C'est pas le sens BPI, c'est pas le sens BPI. Sens fiscal. Le sens fiscal de l'innovation, du coup, c'est 4. Donc, il faut pouvoir montrer qu'on est supérieur à la concurrence sur l'un des 4 domaines ou les 4 L'un des 4. L'un des 4. Et donc, et si tu peux rappeler en un mot. Fonctionnel, technique, ergonomie, éco-conception. Ok. Voilà. Super, merci beaucoup. On a utilisé. Oui. Et il restait à définir la R&D. Exactement. Voilà, c'est donc là, j'ai défini l'innovation. Maintenant, on va passer un cran au-dessus sur la R&D. C'est un peu plus costaud. Un peu plus trapu en termes de définition et de perception de ce qu'est la R&D. Mais en soi, je vous rassure, c'est quand même, ça se fait quand même assez bien. En fait, là, on se fiche de votre produit. Clairement, le marché de votre produit, on s'en fiche. Qu'est-ce qui fait fonctionnellement, on s'en fiche. Qu'est-ce qu'il apporte, la valeur ajoutée qu'il apporte à vos clients, à vos utilisateurs finaux, on s'en fout. Là, ce qui est important, c'est de soulever le capot de votre techno, de votre produit, et de justifier en quoi, pour développer votre solution, vous avez dû créer une rupture technologique. Et c'est vraiment ça le cœur de la R&D, c'est en quoi, et le mot-clé, c'est le mot connaissance. En quoi vous êtes capable de justifier que pour mener à bien votre projet, vous avez dû créer de nouvelles connaissances dans votre domaine. Connaissances scientifiques ou connaissances technologiques ou connaissances en sciences humaines et sociales. Voilà, c'est assez varié. Hein, les champs, il existe énormément de champs de recherche. Et voilà. Et en quoi vous êtes capable de justifier que vous avez créé de nouvelles connaissances. Donc c'est vraiment, c'est une démarche assez scientifique, un peu comparable à un travail de thèse. Il va falloir pouvoir s'appuyer sur des articles scientifiques, des brevets, des publications, des thèses, pour prouver que finalement, ce que vous avez fait n'existait pas, d'un point de vue scientifique ou technique. D'accord, donc c'est là en fait qu'on passe de la différence. On peut avoir une innovation de business model
pour... Une innovation de produit. Oui, en fait, je voulais dire pour l'innovation, l'innovation en termes de business model, ça fonctionne. L'innovation en termes de business model ne fonctionne pas. Ne fonctionne pas, ok, Non. très bien. L'innovation, c'est une innovation de produit. Un produit Innovation qui a de vocation produit, à être toujours. commercialisé sur le marché. Très bien, c'est bien Donc de c'est le vraiment préciser. le produit qu'on met en avant. Je sais, hein, c'est Ouais. Non, mais c'est bien de le c'est préciser vraiment du coup, le parce produit, en quoi le produit propose des performances. Par exemple, si je fais ça, c'est l'innovation. Ouais. Par exemple, pardon, je pose la question parce que je sais que du coup, il y a des personnes en ligne qui sont des incubés, donc je pose la question pour eux. Il y a, par exemple, si je fais une marketplace, mais en utilisant que de la technologie qui existe déjà, par contre, cette marketplace qui met en relation tel acteur et tel acteur, elle n'avait jamais été faite auparavant. Du coup, fonctionnellement, on devrait être capable de justifier que vis-à-vis de que ça l'utilisateur représente final, une ça innovation. apporte des fonctionnalités Très bien. différenciantes. Ok, merci beaucoup. Merci. Nous avons une question dans le public. Donc, par rapport à ce que tu partages, le crédit impôt innovation a l'air plus accessible que le crédit impôt recherche. Je me trompe? Oui, c'est tout à fait ça. Ouais, Ouais. C'est plus large. D'accord. Peut-être moins difficile à monter comme dossier, moins de... Parce que tu parles de critères de recherche, de thèse pour le crédit impôt recherche, ça a l'air plus conséquent comme dossier. C'est une logique différente, mais effectivement, généralement, on est plus à l'aise effectivement pour justifier l'innovation sur son marché, le caractère de performance supérieure de son produit. La R&D, c'est différent. On est vraiment sur une logique plus scientifique. Est-ce qu'il y a une... Oui, j'allais dire... Ça pourrait être intéressant d'avoir le... Je vais peut-être compléter en tant qu'entrepreneur. En fait, il ne faut pas séparer les deux, il ne faut pas opposer les deux. Il faut bien réfléchir où on est. Et en matière de R&D, donc de CIR, d'accord, on est sur des éléments de rupture, on est sur des éléments d'état de l'art dépassés. Donc, ce qui se fait vraiment scientifiquement, ce n'est pas les usages, c'est vraiment l'état de l'art technique ou scientifique. Et donc, en fait, on va se retrouver sur un espace assez étroit. L'administration fiscale est très exigeante et c'est là où on a besoin de bien comprendre, bien analyser, bien construire son dossier, bien être accompagné. Mais derrière, en fait, elle est utile parce qu'elle déclenche le statut de jeune entreprise innovante. Donc, si on y a droit, il faut y aller parce qu'on réduit ses charges patronales. Et notamment, donc ça permet de faciliter le démarrage d'une activité. Le but de l'État, c'est de vous donner les moyens, de nous donner les moyens de faire de l'innovation et de développer. Donc, il ne faut pas en avoir peur, il faut être très prudent. Si je peux me permettre, oui. Tant qu'on est sur le GEI, ça permet d'avoir une exonération de 70% des cotisations patronales. Donc, c'est assez énorme. Hein. Oui. D'accord. Donc, on se rapproche du brut, en fait. D'accord. Donc, je ne veux pas opposer, en fait, CIR-CI en tant que entrepreneur. Par contre, il faut bien cantonner. Et effectivement, quand je dis tout à l'heure que c'était plus facile le CI, c'est que derrière, en fait, on allège la contrainte du dossier, de la rigueur, de la bibliographie scientifique, de l'explication qui doit être vraiment très, très technique, etc. Et un dirigeant a l'avantage d'être dirigeant. L'administration ne le considère pas comme un ingénieur ou autre. Il faut qu'il ait un parcours évidemment convaincant. Mais s'il est entrepreneur, elle le considère déjà comme entrepreneur et qui a une expérience et qui s'implique dans le dossier. Donc elle va prendre son temps passé. Après, derrière, le CII va permettre de passer dans d'autres phases. Par exemple, nous, on était dans une phase de brevet, de rupture technique, donc on était bien en CIR au départ. Il y a eu des discussions avec l'administration fiscale, donc je ne vais pas rentrer dans le détail de ce qu'on va évoquer tout à l'heure, mais c'est quand même un fight à un moment donné qui peut exister. Donc il faut être bien organisé, être sûr de soi, être bien accompagné, et c'est pas si évident que ça. Et être prêt à se défendre. Et être prêt à se défendre, d'accord. Mais il faut être prêt aussi à y aller, parce que si finalement tout le monde a peur, c'est pas le but de l'État. Si tout le monde a peur d'aller dans un endroit, plus personne n'ira. Et s'il y a bien une chose en France qui marche bien, c'est l'innovation. Il y a d'autres choses qui ne marchent pas, mais en tout cas l'innovation, ça marche bien. Et l'étape qui suit après, derrière, donc par exemple sur les algorithmes, d'accord. Si on est vraiment dans des algorithmes très puissants, qui n'existent pas, d'accord, et qui vont donner un avancement dans l'état de l'art des sciences humaines, par exemple, ou autres, on peut regarder de près. Il vaut mieux se faire conseiller, parce que là, il va falloir aller chercher la bibliographie, faire une démarche scientifique, etc. Et en tant qu'entrepreneur, on n'a pas le temps. On va le faire un peu, mais on n'aura pas la rigueur nécessaire. La phase d'après, c'est toute la constitution de la plateforme, du produit, etc. À partir de cette base, c'est valable aussi dans les biosciences. Et on se retrouve effectivement avec là plutôt de l'innovation, crédit d'impôt innovation, qui est un peu moins avantageux fiscalement,
mais qui finalement est un peu plus large. Donc on prend toujours les mêmes, la masse salariale, on prend les dépenses de brevets et de défense des brevets, on prend quand même pas mal d'éléments dans sa base de départ. On peut même prendre les actifs, les ordinateurs achetés, comment dire, ça on prend que l'amortissement. Si on a dépensé des investissements pour développer la plateforme technique, parce qu'elle était complexe et parce qu'elle était éligible à l'innovation, on peut prendre une partie de l'amortissement dedans. Donc c'est un outil puissant, mais qui nécessite d'être très rigoureux. Et le problème de l'entrepreneur, alors moi j'ai une casquette un peu particulière, parce que j'ai un peu, vécu, voilà, mais c'est qu'il doit être organisé. Il doit être organisé, il doit bien savoir ce qu'attend l'administration lorsqu'elle va faire une demande d'information ou un contrôle. Et après, on peut être d'accord ou pas. Moi, j'ai des dossiers où, en tant que conseil aussi, où j'ai été d'accord très vite avec l'administration, d'accord, que ce soit sur le CIR ou le CI. Mais derrière, en fait, on peut tomber sur des administrateurs, des administrations, des contrôleurs ou inspecteurs qui n'aiment pas, je ne vais pas faire d'exagération, mais qui n'aiment pas le crédit d'impôt recherche. Ils le considèrent comme tellement exceptionnel que personne n'y a le droit. Voilà. Je remonte à ce que tu viens de dire. Est-ce que, selon toi, l'administration fiscale est de bonne volonté? Est-ce qu'elle est sensibilisée? Est-ce que quand tu dis innovation, ils savent? C'est pour ça que j'ai mis tout de suite une prudence. En fait, il y a vraiment les deux. Et en fait, c'est ça qui est dingue, c'est qu'à la fois, la loi est assez souple, elle est très dure d'un côté, mais on peut arriver à faire rentrer des dossiers en les expliquant, en blindant le dossier, parce que c'est justifié. Par exemple, les sciences humaines, on ne s'y attend pas forcément. Et ben oui, on peut, s'il y a vraiment de la recherche en sciences humaines, on pourrait la rentrer dans de l'innovation ou de la recherche. Et par contre, effectivement, derrière, ça dépend aussi de l'interlocuteur. Et c'est de ça qui est dingue, parce que parfois, moi j'ai entendu des inspecteurs qui nous disent les faisceaux d'indices, ce qu'on appelle le spectre d'analyse pour vérifier si on était bien dans du CIR ou même du CI, on ne connaît pas. Un brevet qui est un indice fort d'éligibilité, ça n'a aucune importance. Attends, alors que derrière, en fait, d'autres vont dire, bah oui, vous avez fait la démarche, oui, il y a des brevets, oui, il y a ça, etc. À un moment donné, on analyse sereinement les choses. Mais c'est une question aussi de conviction, et ça peut mal se passer, on ne peut pas s'entendre, il y a de l'humain aussi derrière, et il faut revenir à la rigueur. Et il y a un autre point sur l'administration, c'est qu'elle reconnaît avant tout le Code général des impôts, elle ne l'applique pas tout le temps, ça c'est un autre sujet pour elle-même, mais elle ne reconnaît que très peu la jurisprudence. Or, la jurisprudence est un élément du droit. Donc, tu veux dire que Bercy doit sensibiliser ses agents à l'innovation? Il le fait. Il le fait ou pas? Il le fait. Sinon, on le dit à Bruno. Mais il Bruno, le fait. Le problème de Bruno, c'est que c'est une armée et que forcément, dans tout groupe, vous ne pouvez pas imposer. Il faut leur laisser une certaine liberté de conviction, de fonctionnement. Par contre, ce que je peux reprocher à l'administration, c'est que quand il y a un problème, il n'y a personne pour le traiter. Donc on est allé quand même jusqu'à la commission et donc on a une discussion en cours, mais qu'importe, on ira au tribunal administratif pour un petit montant, parce qu'on a été remboursé tout le reste. Un petit montant qui fait litige et on ne lâchera rien. D'accord ? Tu entends, Bruno ? On ne lâchera rien. Mais derrière, en fait, on ne peut pas reprocher, puisqu'on a été aidé par ailleurs, Bercy est très très actif sur l'innovation, très actif sur les projets d'investissement d'avenir, donc on rentre dans le domaine des subventions. Dans France Relance, ils sont extrêmement actifs pour nous donner les armes de la réindustrialisation et de la technologie de demain. Donc franchement, je ne veux pas faire un plaidoyer pour Bruno. Si je peux me permettre, voilà. C'est Bercy qui finance la French Tech. Carrément. La French Tech est financée directement donc par Bercy. Donc ils sont sensibles et ils y vont. Par contre, derrière, l'administration, elle a ses petits défauts qu'on connaît en tant que Français. C'est que vous êtes présumé coupable avant de discuter, et c'est encore le cas, mais pas tout le temps. Vous avez des gens qui ont pris du recul, qui ont pris des méthodes et qui reconnaissent les faisceaux d'indices, qui comprennent la logique. Et bon, si c'est raisonnable, passe à autre chose. Mais vous en avez, non. Quels sont Donc je pense qu'il y a un effort à faire quand même. Franchement, elle est. Si on continue à dire alors, c'est normal. Aurélien a vu plus de dossiers que moi, donc je préfère que tu interviennes. La difficulté, tu l'as dit, David, hein, c'est que l'administration, j'ai pas les chiffres, mais c'est plusieurs centaines d'inspecteurs des impôts. Et ils ont tous une culture différente, une appétence différente à l'innovation, une appétence différente au crédit d'impôt recherche, à ces dispositifs.
et du coup, derrière, on tombe dans l'humain. Ça, c'est vrai aussi bien Exactement. pour les inspecteurs des impôts, mais c'est aussi vrai pour les experts du ministère de la Recherche Oui. qui peuvent être mandatés et mettre leur nez dans les dossiers. Et là, pareil, on a des niveaux d'exigence qui sont très hétérogènes Oui. à tous les niveaux. Et c'est vrai aussi pour nous, en tant que dirigeants. Parce que derrière, en fait, on a une influence sur le contrôle, parce que ça nous énerve d'être contrôlé, alors que c'est normal. Qu'à un moment donné, il y a un avantage, mais bon, l'avantage, il est contrôlé. Et derrière, il faut juste être bien entouré. Voilà. Et rester calme, serein, etc. Et même face à une notification qui nous agace, parce que c'est évident, tout le monde, les Solar Impulse, on en a eu, on a les faisceaux d'indices les plus forts qu'on puisse avoir, à l'international et en France, sur notre projet. Donc à un moment donné, la discussion tape sur une année, et c'est pas, ça devient partiel, et ils vont lâcher parce qu'effectivement derrière, en fait, on respecte tout, la jurisprudence, le droit, les codes, les machins, les rien, tout. Si je peux traduire ce que tu viens de dire, David, en fait, si je me trompe pas, du coup, a déclaré du crédit d'impôt recherche, Oui. ou crédit d'impôt innovation, ou les deux, et a reçu une notification de redressement. Alors d'abord un contrôle. Donc, Et après, de contrôle, voilà. et après un redressement sur ce sujet. Sur des sujets très techniques. En disant non mais ça c'est pas l'innovation, hein. Ils interprétaient. Et en fait c'est là où l'humain joue, c'est que dès lors qu'on passe à un expert qui a finalement lui, l'expert a validé le projet, d'accord, mais un autre expert est venu derrière pour dire oui mais c'est discutable. Donc à un moment donné on s'en sort pas. Et c'est là où effectivement le dossier on revient au dossier, il doit être structuré, il y a une jurisprudence, il faut la respecter. Et c'est là en fait la seule chose que je reproche à l'administration, c'est les délais. C'est de ne pas comprendre qu'il y a une jurisprudence et l'appliquer, et être obligé d'aller potentiellement jusqu'à une commission de conciliation ou un recours hiérarchique ou même au tribunal administratif, et à faire simplement appliquer la loi, voire même les procédures. C'est juste ça. En fait, je me suis confronté dans mon parcours entrepreneur 2 fois à ça, donc et après c'est des conseils que j'ai eus pour des entrepreneurs, pas sur le CIR, plus généralement sur la gestion d'entreprise. Et en fait, c'est vraiment arbitrable. Il y a de l'humain, il y a de la logique, il y a de la négociation même. Il ne faut pas être buté. Et parfois, ce n'est pas que l'administration qui est butée. Hein. Nous aussi, on est buté. Hein. Voilà. On est sûr de nous, etc. Donc, voilà, il y a le droit, il y a les faits, et après, il y a la jurisprudence. Voilà. Et puis après, il y a les combats. Donc, moi, je suis dans mon métier, donc ça va. Mais un dirigeant qui n'a pas entrepreneur, on n'a pas forcément un DAF, on n'a pas forcément un expert, on n'a pas forcément ça, et les experts comptables ne sont pas forcément à l'aise là-dessus. Ils savent que c'est très délicat, ça nécessite une expertise, une rigueur, et ils ont suffisamment de boulot. Donc souvent. À ce propos, j'ai une question en ligne de la part d'Imasso. Tu disais tout à l'heure qu'il fallait être bien entouré. Oui. Du coup, bien entouré, c'est par qui ? Ben, je ne veux pas faire une promotion, mais quand en fait derrière en fait on touche le CIR, mais également le CII, il y a 2 éléments. Le premier, c'est que si on ne maîtrise pas bien le sujet, soit on n'y va pas, et on rate vraiment un effet de levier qui a été prévu pour ça, pour vous aider, pour nous aider à passer des caps qui sont importants, alors que si on a lancé notre entreprise, c'est qu'on est sûr de nous, on a regardé le marché, on n'est pas idiot non plus. C'est près de 7 milliards tous les ans. Voilà. Le crédit d'impôt recherche. Bon, après, 24 000 entreprises. Et ouais, 25 000 entreprises voilà. qui déclarent. Après, il y a du 80-20 comme partout. Hein, c'est 80% est pris par les très grands groupes qui y vont à fond et les PME pas assez. Donc, quand on parle d'éducation ou de sensibilisation, ils sont de plus en plus sensibilisés sur la PME, la start-up, hein, la Startup Nation. Depuis quelques années, franchement, c'est pas qu'un mot. Il y a quand même voilà, ça a changé. Mais derrière, en fait, être entouré, c'est d'abord son expert comptable. Qui lui normalement a la connaissance, la compétence pour effectivement et l'expérience pour pouvoir dire ce que tu fais est peut-être innovant, ce que tu fais pourrait peut-être bénéficier de ça. Ça, je suis sûr que tu peux y aller, vas-y. Si tu veux aller plus loin, fais-toi conseiller. D'accord ? Et c'est là où à un moment donné on peut ne pas oser, alors qu'en fait on avait le droit, alors qu'en fait on a plus de droits que prévu, d'accord ? Ou au contraire, là ce que tu fais c'est un peu limite. Fais pas du CIR, fais du CII, ou fais rien du tout, et on va chercher une subvention où tu vas faire attention à tes dépenses. Voilà. Et tout à l'heure, j'entendais parler je cherche un PhD, etc. Oui. Donc, c'est pas évident, mais par contre, nous, on travaille sur un projet que je gère en parallèle, c'est de travailler avec les laboratoires des universités
en amont, d'abord, eux, ils sont éligibles, la plupart du temps, enfin sur le projet. Hein. Et 2, on travaille avec des gens qui sont en train de faire leur thèse, ils ont besoin de matière. Alors, ce n'est pas forcément le même rythme. Nous, on va très vite en tant qu'entrepreneur. Mais par contre, en fait, ça permet d'avoir le support du laboratoire, le support des sachants, hein, qui sont les professeurs, et de prendre en main un jeune chercheur qui ensuite devient un doctorant qui cherche du boulot. Donc, si le projet passe des étapes, bon, un chercheur aime chercher. Mais il y a 2 phases. Il y a la phase de conception, création, innovation, rupture, et il y a la phase après de développement. C'est aussi intéressant pour eux. Donc ça vaut le coup peut-être d'aller monter d'un cran, se rapprocher des laboratoires et éventuellement prendre ensuite, si on s'entend bien, en plus c'est toute une période de pré-recrutement, si on s'entend bien, on associe le doctorant ou on le prend en main et il devient un pilier de l'entreprise. On avait une question dans la salle. Oui, bonjour, enfin, Stachon, je suis le cofondateur de Arcturo, donc une start-up dans l'art, et notre ambition c'est de marier le physique et le digital pour faire le digital par la création d'un clone digital. Et ça, on a besoin en fait de développer du hardware et du software, quelque chose de très sophistiqué. Et la question que je suis un petit peu naïf, hein, vraiment néophyte dans le monde en fait de financement public. On a parlé de crédit d'impôt, on a parlé de réduction ou exonération de charges, mais est-ce que c'est une subvention en fait qui nous permet en fait en trésorerie d'avoir une subvention en cash? Parce que c'est bien effectivement d'avoir des exonérations, mais mes besoins de financement sont assez élevés. Et donc, est-ce que ça marche pas? Ou il faut passer par un fonds privé, donc private equity, pour pouvoir financer et ensuite bénéficier des réductions ou des exonérations, mais après coup. Je ne sais pas si ma question est claire ou pas. Très bonne question. Ouais, très bonne question. C'est vrai qu'on n'a pas, on est rentré dans le vif du sujet sur une famille de financement qui est liée à la fiscalité, de l'innovation de la recherche. Il existe d'autres familles de financement. Pour finir là-dessus, sur la fiscalité, les crédits d'impôt, il y a une temporalité de ces aides-là qui est liée finalement au bilan comptable de l'entreprise, au calendrier comptable et fiscal de l'entreprise. Quand une entreprise clôture en décembre, typiquement décembre 2022, elle aura jusqu'en mai 2023 pour déposer sa liasse fiscale. C'est à ce moment-là qu'elle va déclarer son crédit d'impôt relatif aux dépenses qu'elle a déjà eues en 2022. Donc ça ne va pas financer des dépenses à venir, ça permet de récupérer un financement lié aux dépenses que l'entreprise a déjà eues. Et lorsqu'on déclare en mai, ensuite, si on est une entreprise qui ne... C'est vraiment de la fiscalité, hein, ce mécanisme. Si l'entreprise ne paye pas d'impôts, ce qui est assez souvent le cas dans les premières années, 0 d'impôt à payer versus, imaginons, 50 000 € de crédit d'impôt, l'entreprise va constater une créance de l'État. L'État lui doit 50 000 €. Si c'est bien une petite entreprise, une PME au sens communautaire, la règle, c'est moins de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires et moins de 250 salariés. Donc ça vous laisse le temps de grandir. Tant que vous n'êtes pas détenu par un grand groupe, hein, bien évidemment, si vous êtes détenu à plus de 50% par un grand groupe, vous n'avez pas le droit à ça. Mais du coup, vous avez le droit à un remboursement immédiat de cette créance. Donc la créance est constatée quand vous déposez votre liasse fiscale, vous demandez le remboursement à ce moment-là, et à partir de là, l'administration a 6 mois légalement pour traiter et vous faire un virement. Donc ça peut quand même être assez long. Ça, c'est l'inconvénient. L'avantage, c'est que ce mécanisme, il va s'inscrire dans les finances de manière durable dans l'entreprise. En tout cas, tant que chaque année, l'entreprise continue à investir en innovation, en R&D, elle pourra bénéficier de ce dispositif tous les ans. Et tous les ans, identifier les projets éligibles, faire le calcul, solliciter la créance et la justifier le cas échéant. Ça, c'est la fiscalité, les crédits d'impôt. Suivant le niveau de maturité de l'entreprise, il y a d'autres aides qui existent, qui peuvent être aussi intéressantes et qui peuvent être également couplées dans la panoplie. Généralement, une entreprise, quand elle démarre, elle va pouvoir aller peut-être chercher des prêts d'honneur. C'est intéressant, ça peut aller jusqu'à 30 000 € par associé, par dirigeant. Donc je ne sais pas si vous êtes familier, mais c'est des prêts personnes physiques. Voilà, donc il faut quand même s'investir, être prêt à supporter un prêt à titre personnel pour ensuite l'injecter dans votre entreprise et augmenter les fonds propres de votre entreprise. À partir de là, si vous avez des fonds propres équivalents à 30 000 €, vous pouvez aller chercher des subventions auprès de la BPI, de la région. Et le mécanisme, le fonctionnement général des subventions en France, c'est que vous avez 1 € d'aide, 1 € de subvention contre 1 € de fonds propres. Sachant que les premières subventions commencent à 30 000 €. Si vous n'avez pas 30 000 € de fonds propres, c'est compliqué d'aller chercher une subvention. C'est pour ça que quand il parle du prêt d'honneur, on en a bénéficié. C'est un prêt personnel,
d'honneur. C'est-à-dire qu'ils ne nous demandent pas de caution, mais on va le rembourser, on le rembourse. Je suis à 90% du remboursement en 5 ans. Hein. Et ça a permis, c'est considéré comme on le met dans l'entreprise, c'est considéré comme des fonds propres. Donc en fait, on a démarré avec 6 000 euros, mais le fait d'avoir ces prêts d'honneur, ça a permis de monter à 50 000 euros pour le coup, puisqu'on était plusieurs. Donc déjà, hop, on monte d'un cran. Ce qui nous a permis d'avoir un French Tech de 30 000 euros. D'accord ? Et donc on est déjà à 80. Ok, c'est une dette perso, mais si on va voir sa banque, elle ne lui donnera pas. Hein. Donc c'est un prêt c'est sur un projet, voilà, enfin, la plupart du temps. Et donc derrière, en fait, on a cette première étape, première année. Et pendant ce temps-là, on a dépensé les salaires. Et c'est ce que expliquait Aurélien, c'est qu'à un moment donné, on a peut-être bénéficié d'un avantage qui se constitue et qu'on récupérera en année 2. D'accord ? Le fameux crédit d'impôt innovation, crédit d'impôt recherche. Donc en fait, on doit gérer de la trésorerie au départ avec des aides, avec des prêts aussi, hein, des prêts qui peuvent être cautionnés par la BPI par exemple, et des fonds propres, du love money. Voilà, ça c'est vraiment l'étape typique de la première année. Et on va réduire la dépense réellement l'année 2 par le crédit d'impôt innovation si on a fait de l'innovation sur la partie qui était éligible. Et après, en année 2, c'est les étapes de l'entreprise. Est-ce que vous êtes à une étape suffisante pour pouvoir dire je peux faire une levée de fonds réduite avec des business angels, par exemple, c'est ce qu'on a fait aussi, ou un crowdfunding equity ou autre, d'accord, donc des financements de plateformes qui existent, c'est ce qu'on a fait aussi. Et donc après, vous montez vos fonds propres, vous avez le droit à d'autres aides. Donc là, on a eu un projet d'investissement d'avenir avec la région Île-de-France qui nous a énormément aidé sur ce projet. Elle a cru au projet depuis le départ. En fait, à chaque étape de l'entreprise, à Exactement. chaque fois que vous augmentez vos fonds propres, par une levée de fonds par exemple, Exactement. vous avez d'autres aides, d'autres subventions qui s'ouvrent à vous, et vous avez aussi surtout un levier bancaire qui n'est pas négligeable. Hein. Vous pouvez aller solliciter un prêt bancaire qui peut peut-être monter jusqu'à 50% du montant de vos fonds propres. Avec la BPI, en montant en pool bancaire, BPI et éventuellement d'autres banques pour augmenter finalement l'effet de levier de votre levée de fonds. Donc ça peut être très stressant parce qu'on démarre en tant qu'entrepreneur avec pas grand-chose, son courage, des idées, etc., un environnement. On doit bien piloter cette phase-là. On arrive en année 2, franchement, si le dossier est éligible, il n'y a pas de raison, mais ça peut mettre 6 mois après les liasses fiscales. Donc il s'est passé janvier, février, mars pour faire ses comptes. C'est pour ça qu'on a aussi souhaité que ça soit fait en avril, parce que l'arrêté des comptes, c'est fini. Si on avait le droit au CI ou CIR, c'est trop tard. Si on ne l'a pas mis dans la liasse fiscale. On peut toujours faire des liasses fiscales rectificatives, voilà, bon, mais c'est quand même un peu compliqué. Ouais. Peut-être que vos comptables vous demanderont un complément d'honoraires. Enfin voilà, c'est pas non plus si. Pour le jeu en vaut la chandelle. Si vous êtes éligible, le jeu en vaut la chandelle. Et c'est un peu stressant puisque cet effet de vos fonds propres, on ne sait pas si les business angels ou les financements vont arriver. Donc son projet, on démarre comme ça, mais c'est le risque entrepreneur. Et ça, aujourd'hui, c'est quand même une phase, en France en tout cas, moi je l'analyse avec, parce qu'on parle beaucoup entre entrepreneurs, comme étant bien assimilée. Pas parfaite, mais bien assimilée. Le plus dur, c'est après. Ouais. Le plus dur, c'est quand on passe du projet, du produit, du prototype à la phase commerciale et la phase industrielle. Alors là, il n'y a plus personne, c'est très compliqué. Sauf la région, encore une fois. La région qui a mis en place des outils dits expérimentation. Voilà. Je croyais que France Stratégie, c'était aussi pour l'industrialisation, il y avait un... Théoriquement oui, mais mon point de vue ne sera pas politiquement correct. Non, mais dites-le, Bruno est tout oui. Concentré à sauver nos grandes industries, et je ne donnerai pas nom, mais un constructeur automobile par exemple, ou d'autres qui en fait captent 80% des sommes. Ok, intéressant. J'ai d'autres questions en ligne, et j'ai peut-être une question ici. Juste préciser, on parle de JEI, de CIR, de CI. Ce sont 3 dispositifs qui sont cumulables. Ouais, tout à fait. Ils sont cumulables. En fait, le crédit d'impôt recherche et crédit d'impôt innovation, c'est un seul et même dispositif. C'est le même formulaire déclaratif. Le crédit d'impôt recherche existe depuis 1983. Donc en France, voilà, c'est quand même assez mature en termes de domaine. Et le crédit d'impôt innovation a été créé en 2013 et c'est une sous-catégorie du crédit d'impôt recherche. Au même titre qu'il existe le crédit d'impôt collection pour les entreprises du textile. Tout ça, c'est un seul et même dispositif. On n'a pas répondu à votre question tout à l'heure sur le doctorant lié à la R&D. C'est pas nécessaire d'avoir un doctorant dans l'entreprise pour être éligible au JEI et au CIR. Ça aide, bien évidemment, parce qu'ils ont ce mindset académique.
c'est très académique comme dispositif, dans la mesure où l'épreuve du feu sur le crédit d'impôt recherche, en tout cas, c'est que votre dossier passe en expertise auprès du ministère de la Recherche. Statistiquement, il y a sur 25 000 entreprises, 25 000 déclarations par an. C'est des chiffres qui datent de 2018, donc ils sont prendre avec des pincettes. Il y a à peu près 900 000 dossiers qui sont expertisés par le ministère de la Recherche sur 25 000 entreprises qui déclarent. Donc c'est pas systématique, mais vu que l'entreprise va déclarer du CIR a priori tous les ans, une entreprise de R&D, elle augmente ses chances. Au bout d'un moment, elle va y passer. Et c'est vraiment l'épreuve du feu. Et qui sont ces experts du ministère de la Recherche? Moi, j'aime bien toujours comprendre à qui on adresse la copie. Finalement, c'est des gens qui, dans leur vie professionnelle, sont chercheurs dans des laboratoires publics. On a de très bons laboratoires publics de recherche en France, CNRS, CEA, INRIA, etc., j'en passe, ou qui sont également enseignants, chercheurs dans des universités. Donc, ils sont directement rattachés au ministère de la Recherche. Leur fiche de paye, et très impliqués. C'est le ministère de la Recherche qui les rémunère. Et en complément de leur activité, ça c'est leur quotidien, ils peuvent, c'est sur la base du volontariat, prendre des dossiers de crédit d'impôt recherche ou de JEI en expertise. Et ils ont une mindset très académique dans la mesure où il y a 3 familles de R&D qui sont éligibles. La première, c'est la recherche fondamentale. C'est un peu le stéréotype du chercheur en blouse blanche dans son laboratoire. La définition, c'est chercher à illustrer des phénomènes naturels pour créer de nouvelles théories interprétatives de la nature. Bon, si à moins de s'appeler Sanofi ou Total, enfin voilà, aucune entreprise privée s'amuse à faire de la recherche fondamentale. C'est vraiment de la recherche académique pour le coup, et c'est ce que font ces chercheurs-là au quotidien. Avec des publications et eux, dans leur mindset, c'est avoir la plus belle publication, enfin j'extrapole un peu, mais la publication qui sera le plus lue, la plus reconnue par leurs pairs. Et la deuxième famille, c'est la recherche appliquée. Donc à chaque fois, on descend d'un cran en termes de noblesse, si je peux me permettre. Recherche appliquée, on est encore dans le R du R&D. Donc c'est quand même assez intéressant. Là, on est plutôt sur la construction d'un modèle probatoire. On va récupérer des connaissances théoriques de mathématiques, de physique, de bio, et tenter de voir ce que ces connaissances peuvent donner dans un domaine d'application un peu plus spécifique. Donc on va adapter un peu ces modèles théoriques pour voir ce qu'ils peuvent donner dans vos domaines. On est encore très loin d'un produit commercialisable, industrialisable à ce niveau-là. On est vraiment sur la construction d'un modèle probatoire. La dernière famille, c'est le D du R&D, c'est le développement expérimental. Et là, il y a énormément de projets de start-up, d'entreprises qui sont là-dessus. Et là, la frontière avec l'ingénierie classique, elle est quand même super fine. Et c'est souvent là-dessus qu'il peut y avoir un débat avec l'administration. Et donc là, c'est la construction d'une nouvelle technologie. Souvent, un développement expérimental, on est plutôt sur la création de nouvelles connaissances technologiques. On est plus sur la création de nouvelles connaissances scientifiques. Et il faut quand même justifier que technologiquement, si on est en informatique, les protocoles, les frameworks, les librairies, là on est vraiment dans le dur sur l'architecture logicielle de votre code, prouver que techniquement il n'y avait aucune solution pour permettre d'aboutir et de répondre à vos contraintes techniques. Je vais peut-être compléter sur la vie pratique, en fait, nous en entreprise aussi. Sur Wattpark, on n'a pas eu de docteur, d'accord. On a eu par contre Marc est un mécatronicien, donc la mécanique poussée à l'extrême pour faire du hardware en partie pourrait passer, l'électronique aussi, l'informatique aussi, un ingénieur pourrait passer. Le dirigeant qui a une forte expérience, puisque, et là tu me corriges si je fais une mauvaise interprétation, mais le dirigeant qui a une réelle expérience terrain d'un marché et qui se lance dans un projet de R&D de rupture, est aussi, par son expérience, à un acquis technique qui est valorisable. D'accord ? Donc après, il faut qu'il puisse le justifier, c'est vraiment lui qui travaille. Et ce que recherche l'administration, c'est quand même, au départ, dans l'équipe de développement, qu'il y ait une notion d'ingénierie. Alors évidemment, à l'extrême, on a tout le mindset, comme il dit, du chercheur qui, dès le départ, a son format cérébral qui est structuré pour que tout soit bien agencé en bibliographie, état de l'art, étapes, process, compte rendu. C'est très méthodique et là, c'est super pour un dirigeant et c'est super pour un administratif qui contrôle. C'est que derrière, c'est déjà formaté. D'accord ? Et normalement, c'est pas creux. Mais on n'est pas obligé. D'accord ? Sur plein de projets, en fait,
Voilà. Après, c'est l'intensité qu'évoque Aurélien, l'intensité de la recherche. C'est elle qui va définir où est-ce qu'on se situe. Est-ce qu'on est déjà dans l'innovation ou dans le CIR, ou est-ce qu'on n'est pas du tout? Ce qui est nécessaire pour la R&D, JEI, CIR, c'est d'avoir à minima un ingénieur, Bac+5 technique dans le domaine. Sans ingénieur, on ne peut pas aller sur le CIR. En tout cas, il y a un fort risque de redressement. Ok. Ou un équivalent. Parce qu'un Un ingénieur, équivalent. c'est un diplôme. D'accord? Donc la jurisprudence donne une équivalence sur une vraie expertise. J'ai une question à ce propos. Si je suis un des cofondateurs, aujourd'hui j'ai un diplôme, j'allais dire oui, donc si j'ai un diplôme d'ingénieur et que je m'occupe d'une partie de développer la tech de mon produit, alors je peux me faire financer comme ceci. Et est-ce que du coup ça vaut le coup parce qu'en fait je sais qu'il y a un des cofondateurs des entreprises que j'accompagne qui se demandait par exemple si ça valait le coup de faire de la recherche, de s'inscrire en tant que doctorant sur le sujet très spécifique sur lequel il travaille pour justement pouvoir bénéficier de ces dispositifs d'innovation, mais c'est pas nécessaire. Non, c'est pas nécessaire. Un diplôme d'ingénieur suffit. Très bien. Pour la R&D, hein. Crédit d'impôt recherche, Pour la JEI. R&D. Pour le crédit d'impôt innovation, c'est pas nécessaire d'avoir forcément un ingénieur en interne. Tant qu'on est dans les questions techniques, pardon, j'accélère puisqu'il nous reste que 5 minutes, le temps passe très très vite. Et oui. Est-ce qu'il faut Caroline nous demande en ligne, est-ce qu'il faut retirer des dépenses la BFT pour le CII? Je ne sais pas ce que c'est, le BFT. Vous savez ce que c'est? Oui, le bourse chèque. Ah oui, bourse chèque. Merci. Donc, alors déjà, dans le calcul du crédit d'impôt, on a les masses salariales, d'accord. On impute techniquement des frais généraux qui sont forfaitaires. Donc, en tant que PME, on n'en a pas autant, donc c'est plutôt incitatif PME. Le crédit d'impôt recherche permet de rembourser quasiment 45% de la masse salariale affectée en R&D. D'accord. C'est énorme. Quand c'est du personnel énorme, classique, c'est et 120% quand c'est un jeune docteur. Voilà. Et l'innovation, crédit d'impôt innovation, permet de rembourser 30% de la masse salariale affectée en innovation. Donc c'est un vrai... 120%, c'est qu'il vous coûte 100, il vous coûte 100 000 euros brut chargé, vous récupérez un crédit d'impôt de 120 000 euros. Donc c'est une vraie incitation. Juste sur lui. C'est une vraie incitation de l'État pendant 2 ans fais-toi payer pour faire venir les doctorants, la recherche dans l'entreprise. Pendant 2 ans uniquement. Après, ils retombent dans le calcul comme... Attention, les 2 premières années de CDI du docteur, d'accord? Après, c'est un autre encore critère. Et donc, la particularité, c'est que c'est vraiment une incitation pour que les entreprises françaises se lancent. On est à C'est pour inciter à ce que les entreprises embauchent des docteurs, c'est pour inciter à favoriser des passerelles entre la recherche académique et la recherche privée. Attention à la trésor. Challenge. Voilà. D'accord, attention à la trésor, puisque ce remboursement sera remboursé qu'au bout de 3-4 mois les délais de compta, 5-6 mois les délais de traitement et éventuellement des interrogations, des questions, des échanges. Donc, voire 1 an après la fin du bilan comptable. Donc il faut pouvoir le payer pendant 2 ans. Dans tous les cas, on avance l'argent, c'est ça? Sur les crédits d'impôt, Dans tous les cas, on avance. Ce n'est pas une solution unique. Voilà. On avance l'argent. Dans tous ces crédits et autres, on avance. Tout ce qui est fiscal, ouais. Les salaires, Dans on les- les avançait avant. Ah oui. Et ne perdez pas de vue le business. C'est ça. Hein, je suis sur des projets où là, effectivement, que ce soit Parc ou autre, business. D'accord, parce que derrière, en fait, il n'y a que ça de vrai. Les subventions, les avances, c'est pas pour se lancer. Après, on peut continuer, mais business. Et c'est là où, effectivement, c'est difficile pour un dirigeant. Il doit toujours avoir tous les sujets en tête. Donc tu conseilles d'avoir un expert, Je- un seul Il faut- qui te... Pardon. Tu conseilles d'avoir un seul interlocuteur qui te suit, c'est mieux, ou sur tous ces sujets, ou pour que toi tu te laisses, pour que l'entrepreneur fasse son business et s'occupe d'eux, ou quelle est la bonne méthode? Tu peux pas lâcher ta société comme tu peux pas lâcher ton bâtiment en disant c'est bon, les plans sont bons, vas-y, fais les travaux. C'est pas possible. Tu es obligé de surveiller, tu es obligé d'ajuster, tu es obligé d'être présent. T'es dirigeant, tu dois être partout. Et derrière, tu confies, évidemment. Mais derrière, en fait, il faut que tu tiennes vraiment le sujet en permanence. Sinon, ça va déraper. Ça va prendre 2 ans de plus que prévu. Des mauvaises voies vont être prises qui vont être non productives, etc. Donc, on n'a pas parlé d'impasse, hein, mais même les impasses, c'est-à-dire qu'on pense avoir trouvé la solution technique pour réussir et ça échoue. D'accord ? Eh bien, ce temps-là est aussi pris en compte. J'en profite pour préciser. Oui. Non. Est-ce que ça serait bien qu'il existe Non. qu'il y ait... Non. Bon.
J'aimerais beaucoup qu'on prenne le temps pendant qu'il nous reste pour répondre à d'autres questions qui ont été posées en ligne. Alors, on va finir par une dernière question technique et puis après, j'ai une question plus générale. Imasso, reste avec nous. Je réponds à ta question. Alors, dernière question technique. Donc, là, on vient parler des salariés. Si jamais j'ai des chercheurs qui sont pas salariés et qui ont un statut indépendant, est-ce qu'il faut absolument que du coup ils soient rattachés à une université pour être éligibles ou si c'est un chercheur freelance Alors, encore une fois, pour la ça partie marche. crédit d'impôt, il faut qu'il soit agréé. Ok. Donc Pas le choix. il Pas faut de- que l'entreprise de cet indépendant soit agréée. Ok. S'ils sont salariés, ils sont automatiquement éligibles avec des frais de fonctionnement supplémentaires, donc c'est quand même plus intéressant. Mais s'ils ne sont pas salariés, il faut que l'entreprise soit agréée. Donc c'est pas si simple, hein. Il y a très peu d'indépendants qui sont agréés. Pour parler D'accord. Merci. cru, il y en a très peu. Merci. Et du coup, j'ai une question d'Imasso à laquelle j'aimerais qu'on puisse répondre. C'est par rapport justement à la relation avec l'administration, parce qu'on a dit que c'était un point qui était important. Il y a plusieurs questions. Il y a le fameux contrôle dont tu parles. Est-ce qu'il est automatique? Il survient combien de temps après? Donc ça, est-ce qu'il y a des règles? Et autre question, il a très bien dit, un projet d'innovation, il vit, il meurt. Quels sont les pivots qu'il faut absolument éviter et quelles sont les interactions qu'il faut avoir avec l'administration fiscale quand on doit pivoter, en particulier s'ils ne sont pas forcément très familiers avec le modèle start-up? Alors d'abord, je reviens sur l'interlocuteur unique. Le premier interlocuteur, c'est l'expert comptable. Il a l'habitude, il a l'expérience, il a les contacts, etc. Pour la partie dossier, il y a des sociétés qui sont expertisées là-dedans. Souvent, elles ont une expérience, une panoplie de cas qui leur permettent de très très vite doser l'intensité de recherche, etc. Pour ce qui concerne effectivement la vie et la mort d'une innovation, d'abord, l'innovation qui est rentrée dans le produit, qui est rentrée dans le business, est encore un peu innovante, mais ne le devient plus au bout d'un moment. D'accord ? Elle fait partie du marché. Par contre, nous, par exemple, c'est le cas chez Wattpark, on continue à faire des briques technologiques qui ont pour but, à partir des brevets, de dépasser encore l'état de l'art. C'est ce que l'on fait actuellement. Donc, et ça nous permet d'aller encore chercher un petit peu d'autres financements ou de lever des fonds. C'est ce que l'on fait actuellement depuis 3-4 ans. Mais l'innovation, c'est pour ça que tout à l'heure je réagissais en disant ne perdez pas de vue le business parce qu'on est très vite concentré sur des problèmes. Voilà. Et quant à l'administration fiscale, l'expert comptable, effectivement, lui, c'est déjà ses comptes qui vont être analysés. Et après, c'est si on a pris un conseil, on est normalement accompagné, c'est toi qui peux mieux parler de ça, hein, on est accompagné en cas de contrôle pour défendre le dossier. Et pour ce qui concerne effectivement des dossiers qui ont été faits un peu à l'extérieur, eh ben, il faut bien les cadrer au départ. Et juste pour rebondir sur la notion de pivot, oui. Ça ne sert à rien d'expliquer à l'administration que vous avez fait un pivot. C'est votre charabia, entre guillemets. D'accord. L'administration, vous avez une demande par an, tous les ans, vous faites un nouveau dossier, point. Et dans tous les cas, tous les ans, il faut faire un nouveau dossier. Donc s'il y a un pivot, j'ai envie de dire, c'est encore mieux, parce que vous n'aurez pas de difficulté je vais juste compléter. À mettre en avant de nouvelles choses. Si jamais le projet est fini, d'accord, et où on a décidé que c'était une impasse, on arrête les frais, d'accord, l'administration ne le demandera pas, mais si jamais elle le demande, on lui dit, c'est une impasse. Je n'ai pas réussi, ça ne fonctionne pas, j'ai dû arrêter. C'est valable aussi. D'accord ? La notion de pivot, ils s'en foutent. On fait autre chose. Mais le projet s'est arrêté, pourquoi ? Et si c'est une impasse technique, c'est bien pour la R&D. Ça prouve que compliqué. Créer de nouvelles connaissances, c'est pas forcément trouver quelque chose. On va dans cette voie, on est les premiers à aller dans cette voie techniquement, on certifie qu'il y a un mur, on a créé une nouvelle connaissance. C'est pas possible. Personne ne l'avait justifié. Okay, on n'est pas obligé de trouver pour faire de la R&D. Hyper intéressant, merci. Sylvain ? Oui, Sylvain, donc avec 3 autres cofondateurs, nous allons lancer une solution pour les bureaux d'études. Une question, on parle beaucoup technique, recherche. Dans les discussions avec BPI, etc., les différents organismes, on peut s'attendre à des questions sur le modèle d'affaires, sur le marché. Enfin, on n'en a pas du tout à parler de ça ce matin. Alors, sur la partie fiscalité, crédit d'impôt, innovation, le marché, ça c'est important de le mettre en avant. Le modèle d'affaires, c'est pas important pour le crédit d'impôt innovation. Par contre, effectivement, pour la BPI, là, on va vraiment rentrer plus dans des détails effectivement de business model. Le marché, on va peut-être encore plus l'étayer et moins mettre en avant le caractère technologique. Sur les dossiers de BPI, on sera plus
voilà, il faudra plus mettre l'accent sur le La business BPI model. va acheter plutôt le concept, le projet, l'équipe, le fondateur. Elle va voir comment effectivement ça se projette sur le marché. Elle a une connaissance du marché. Voilà. Après, le problème de la BPI, c'est quand même qu'ils sont partout, donc ils sont aussi débordés. Et que derrière, en fait, si ils ne sont pas convaincus par le process, bah, c'est compliqué. Parce que derrière, en fait, on se retrouve avec potentiellement pas beaucoup de soutien ou avoir du mal à financer son projet. Mais attention, bon, c'est aussi des signaux qui obligent à remettre en cause un peu le projet, à le repositionner et à repartir. Un entrepreneur, rien ne l'arrête. La BPI regardera le business plan, en résumé, et pas les impôts. Merci beaucoup. C'était la dernière question. Merci beaucoup à vous en ligne pour avoir posé vos questions. Merci beaucoup au public pour avoir rendu vraiment cette conversation très dynamique. Pour conclure, j'aimerais quand même dire quelque chose, c'est que Aurélien, du coup, est le fondateur de B-Conseil. B-Conseil, c'est une entreprise qui sert à conseiller à conseiller justement les entreprises sur ces questions-là. Il y a 40 personnes qui travaillent chez B-Conseil, donc merci encore pour ton temps aujourd'hui. Wattpark, David de Wattpark, également merci d'avoir témoigné de ton expérience. La raison pour laquelle je parle de B-Conseil, c'est parce qu'en fait, vous avez des entreprises qui peuvent vous aider. Il n'y a pas que B-Conseil, il n'y a pas de vente dans les doers to doers, donc je suis obligée de le dire. Il n'y a pas que B-Conseil, mais voilà, au moins vous connaissez déjà Aurélien, donc je suppose que vous pouvez le contacter. Il y aura peut-être une adresse de contact qui pourra vous être communiquée si vous avez bien été inscrit sur l'Eventbrite. Donc, j'espère qu'on a pu apporter les réponses à vos questions. Donc, merci encore pour votre participation. Merci beaucoup à Emma qui a animé le chat. Emma va vous partager également un lien qui va vous permettre de suivre les prochains événements, les prochains Doers to Doers sur d'autres sujets. On en a qui viennent sur comment fixer des objectifs dans son équipe, encore et toujours le recrutement, parce que ça reste toujours le bon dossier. On va aussi vous partager le lien vers une playlist où vous voyez des vidéos comme celle-ci et d'autres. Si vous êtes intéressé pour rejoindre l'incubateur HEC, au sein duquel vous pouvez avoir des heures de coaching comme ça en illimité avec des anciens entrepreneurs et avec des experts qui ont une solide expérience, vous pouvez à partir de mi-mai, on devrait pouvoir ouvrir les candidatures à ce moment-là. Je tiens à remercier aussi l'équipe technique de Paul et Clémentine de HEC Records, qui est un service de l'incubateur qui permet de créer du contenu pour avoir permis de faire en sorte que ce live se passe dans la plus grande des fluidités, d'après ce que j'ai pu voir depuis mon téléphone. Nous, ça va bientôt faire 1 an qu'on fait ces formats-là. On veut toujours savoir comment est-ce qu'on peut s'améliorer. Donc, on va vous faire parvenir un petit lien, s'il vous plaît, pour que vous puissiez nous dire ce que vous en avez pensé. Merci encore à tous et je vous souhaite une excellente journée. Merci. Merci.